Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. En attendant la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, tous les autres candidats à la présidentielle, déjà lancés depuis quelques mois, peaufinent leurs propositions. Il y a parfois des choses à recadrer pour éviter les malentendus ou pour être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Notre invité aujourd'hui, c'est Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate Les Républicains à la présidentielle. Il vous reste 2 mois et demi maintenant pour arriver au second tour, puisque c'est votre première ambition avant de parler de l'Élysée. Non, mon ambition, c'est de battre Emmanuel Macron. Bien sûr, mais il faut déjà arriver au second tour. Mais on va y revenir, chaque chose en son temps. Y a-t-il un risque de voir la Russie envahir l'Ukraine ? Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont appelé tous les deux à la désescalade lors d'un entretien téléphonique vendredi. Mais la France, dans le même temps, se dit prête à envoyer des renforts militaires en Roumanie dans le cadre de l'OTAN. Soutenez-vous cette décision ? D'abord, enfin, la France parle à la Russie. Et je pense que renouer ce dialogue était absolument indispensable si on veut garantir la paix aux frontières de l'Europe. Par ailleurs, il faut être très ferme dans ce dialogue. Les frontières de l'Ukraine sont intangibles. Et nous serons là pour les protéger. Quitte à envoyer des troupes. Parce qu'aujourd'hui, la France est engagée dans l'OTAN, dans une alliance qui protégera les États souverains qui sont à ses portes et à ses frontières. Donc si la France doit envoyer des troupes, c'est normal pour vous. Aujourd'hui, il n'est pas question d'enfreindre les frontières de l'Ukraine et toute infraction des frontières de l'Ukraine donnerait lieu, bien évidemment, à des sanctions de la part de la France. Si j'étais présidente de la République, pardon, monsieur Détier. Non, mais quand vous parlez de sanctions, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais des sanctions économiques. Nous en parlerons en fonction des attaques et des menaces qui seront faites contre l'Ukraine. D'abord, fermeté. Ensuite, évidemment, dialogue. Et puis, construction d'une vraie conférence de la sécurité en Europe. Parce que ce que je comprends et ce que nous devons tous comprendre, c'est qu'il y a une légitime inquiétude de la Russie à voir aujourd'hui s'organiser à ses frontières une alliance qui pourrait être contre elle, dirigée contre elle. Donc il faut qu'on parle, il faut une conférence de sécurité sur l'Europe pour assurer la sécurité du continent avec la Russie et avec l'Union européenne. J'ai entendu que vous disiez qu'il faut écouter aussi le point de vue de Vladimir Poutine, de la Russie qui se sent menacée. Mais sur l'OTAN, c'est un sujet de la campagne électorale. Est-ce que pour vous, la France doit rester dans l'OTAN ? Bien évidemment. Parce que De Gaulle l'en avait fait sortir. Mais Sarkozy l'a fait rentrer. Vous êtes plus sarkozyste que gaulliste de ce point de vue. Non, c'est pas du tout ça. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous sommes revenus dans l'OTAN. On ne va pas faire des allers-retours. Donc on y reste. On est un partenaire fiable, mais il faut dire aux États-Unis la vérité toute simple. Nous sommes des alliés, mais nous ne sommes pas alignés. Nous avons une indépendance nationale, nous avons toujours eu, et c'est gaulliste, une diplomatie d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Nous avons toujours dialogué avec la Russie. Feu vert sur le front de l'emploi. Retour de la croissance. Mais les salariés demandent leur compte, parce qu'il y a l'avis du gouvernement, puisque ce qu'attendent les Français. Et puis, un autre sujet est apparu cette semaine, ce sont les maisons de retraite. L'économie française affiche une croissance inédite depuis plus de 50 ans. 7%, c'est spectaculaire, ce qui veut dire derrière des emplois, des usines, des entreprises. L'économie a été sauvée par le quoi qu'il en coûte et elle tourne à plein régime grâce aux investissements des entreprises et grâce aussi aux ménages. Tout cela avec un chômage en forte baisse. Alors que les prix flambent, les salariés réclament haut et fort des hausses de salaire. Vivre avec 1 300 €, ça nous semble impossible. Nous, les salaires sont bloqués, figés depuis des années dans la fonction publique. Revalorisation de salaire, mais pas que des clopinettes. On a des gens qui sont enrichis pendant la crise, les milliardaires. Le ruissellement, on l'attend. Pour augmenter le pouvoir d'achat, on augmente le salaire minimum. On le passe à 1 400 € net. On dégèlera le point d'indice, qui est scandaleusement bloqué depuis des années et des années. Un EHPAD Orpea où le loyer coûte de 6 500 € à 12 000 € par mois pour la chambre la plus haut de gamme. Une enquête révèle aujourd'hui l'envers du décor. Dans ce livre, des salariés témoignent du manque de soins et des conditions déplorables. C'était 3 couches par jour maximum et pas une de plus. On n'avait pas de stock. Les soignantes devaient se débrouiller comme elles pouvaient. Une maison de retraite est plus rentable qu'un centre commercial. Il faut que ça crache, dit-on à Orpea, en parlant des résidents et de leurs familles pour accumuler les dividendes. Je ferai preuve, croyez-moi, à la plus grande sévérité si ne serait-ce qu'un pourcentage des faits qui sont allégués dans le livre devait s'avérer vrai. On va revenir sur le pouvoir d'achat, Valérie Pécresse, parce que vous avez fait une proposition qui a fait débat cette semaine parce qu'il semblerait qu'il y ait du flou. Alors, votre entourage a beaucoup communiqué, mais puisque vous êtes en face de nous, ça va être beaucoup plus clair, vous allez tout nous dire. Vous proposez, vous promettez d'augmenter tous les salaires de 10% sur 5 ans.
Une chose est acquise, c'est que dès la première année, si vous êtes élu en 2022, les salaires augmenteront. Dès l'été, de 3%. Il reste 7% à trouver, vous les trouvez où? Alors, cet engagement d'augmenter de 10% les salaires nets, il est très fort parce que je veux que les revenus du travail payent plus que les revenus d'assistance. Il n'est pas remis en cause. Et cet engagement, il sera tenu et personne ne m'y fera renoncer. Alors comment on fait? 3% de baisse des cotisations retraite dès l'été sur le salaire brut, 3% de salaire net en plus pour les salariés. Et puis, j'organise une conférence des salaires avec l'ensemble des partenaires sociaux. Et nous allons discuter de la politique salariale que les entreprises veulent mettre en œuvre. Je veux les convaincre de prendre elles aussi leur part à cette augmentation de salaire. Ce que vous voulez dire, Attendez, je je finis parce que ça, c'est le deuxième brique. Ensuite, je mets en place un observatoire des salaires et je regarde ce qui se passe. Je ferai un donnant-donnant avec les entreprises. Aujourd'hui, elles demandent un certain nombre de baisses d'impôts, elles demandent à pouvoir fixer librement le temps de travail, elles demandent de la débureaucratisation, la fin des normes. Donc, si elles veulent tout cela, eh bien, il faut qu'elles fassent un effort sur les salaires. Et en 2023, je fais le bilan. Et si les salaires n'ont pas augmenté, eh bien, l'État prendra le relais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État augmentera encore de 2% les salaires en 2023. Mais comment? Sur quel argent? Avec les économies et les réformes que j'aurai faites. Mais ça veut dire qu'il y aura moins de baisse d'impôts de production pour les entreprises. C'est un donnant-donnant avec les entreprises. Soit elles font elles-mêmes les hausses, soit eh bien, c'est l'État qui reprend la main, mais qui utilise les économies que j'aurais faites en réformant les retraites, en réformant l'assurance chômage, en réformant l'État. Ces économies-là, je les mettrai dans les baisses de cotisations retraite. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un flou? Alors vous l'avez déjà un peu expliqué là tout à l'heure, mais c'est parce que beaucoup de chefs d'entreprise ont dit il n'est pas question qu'on paye nous. Les entreprises devront payer quand même une partie des augmentations de salaire. Mais là encore, c'est un L'État ne peut pas prendre tout à 100%. Là, je vais faire des réformes très courageuses. La réforme des retraites, qui permettra de dégager des marges de manœuvre financières. La réforme de l'assurance chômage, là aussi. Et la réforme de l'État, où je veux, à la fin, avoir 200 000 postes en moins. Si donc, je vais faire bien, beaucoup d'économies. Et c'est les baisses de cotisations qui paieront les augmentations de salaire. Soit je baisse les cotisations, soit je baisse les impôts de production des entreprises en échange de leur part d'une hausse des salaires. Mais au bout du compte, plus de compétitivité pour elles, plus de compétitivité pour elles et plus de salaire pour les salariés. Vous êtes d'accord pour dire qu'au bout du compte, c'est l'argent public qui paye les augmentations de salaire? C'est pas l'argent public, c'est les réformes et les économies que je vais courageusement faire et je vais dire aux Français la vérité, c'est que s'ils veulent plus de salaire, eh bien il va falloir travailler plus longtemps, jusqu'à 65 ans, sauf ceux qui sont abîmés par leur travail. Cette réforme des retraites me permettra de baisser les cotisations retraite. De la même façon, je ferai la réforme de l'assurance chômage. Ça veut dire que si on vous propose une formation ou un métier, eh bien il faut prendre ce métier, il faut prendre cette formation, sinon on suspendra vos allocations chômage. C'est comme ça que je ferai des économies. De la même façon, je supprimerai la bureaucratie tatillonne, la suradministration. Avec ces économies, j'augmenterai les salaires. C'est gagnant-gagnant. La réforme contre des salaires. J'entends. Mais c'est un peu compliqué quand même, hein, parce que quand on dit que c'est très simple. Ah non, mais si on dit les salaires augmentent du jour au lendemain, c'est plus facile à comprendre. Oui, mais ça c'est démagogique. Bon, d'accord. Ça c'est démagogique, c'est l'extrême droite ou c'est Emmanuel Macron. C'est je fais un chèque avec l'argent du contribuable. Alors, sauf que cet épisode de flou vous attire les moqueries du gouvernement. Jacques Castex estime que vous changez de proposition tous les 3 jours. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, dit avec Valérie Pécresse, c'était mieux avant. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que je vois bien que je les inquiète. Je vois bien qu'ils ont peur parce qu'ils savent que je suis la seule qui peut battre Emmanuel Macron. Alors ils m'attaquent, et d'ailleurs ils m'attaquent avec des angles qui ne sont pas les mêmes. Bruno Le Maire dit que je suis très proche d'Emmanuel Macron, Clément Beaune dit que j'en suis très éloignée. Enfin bref, ils ne savent absolument pas comment m'attaquer parce que j'ai des vraies propositions. Et mon programme, il est complètement en rupture avec le macronisme. Je veux sauver l'école, je veux sauver la justice, je veux sauver la santé. Et depuis 10 jours, j'ai fait des propositions extrêmement concrètes pour relever, protéger, éduquer et soigner. À propos de santé, un petit mot, parce qu'on est encore dans la crise du Covid. Le nombre de contaminations, c'est un record en France, même en Europe. Il est question du pass vaccinal. Ça y est, il est en place. Si vous êtes élu à l'Élysée, supprimez-vous le pass vaccinal? Mais j'ai été très claire. Le pass vaccinal doit rester en place tant qu'il est nécessaire. Donc vous ne le supprimez pas du jour au lendemain? Le Sénat a voté une disposition que je soutiens, qui est de dire, en fonction de la pandémie, de l'évolution de la pandémie, il sera supprimé dès le moment où il ne sera plus nécessaire. Mais pas du jour au lendemain quand vous arrivez au pouvoir. Strictement proportionné à la pandémie. Moi, je demanderais peut-être sa suppression avant l'élection, si la pandémie n'est plus là. Alors, vous parliez d'améliorer la vie des Français. Les abus dans les maisons de retraite, les EHPAD, vous avez entendu parler de ce livre de révélation sur ce qui se passe, notamment dans les entreprises, dans les maisons de retraite privées, des groupes Orpea
et Corian. Que des groupes privés cotés en bourse détiennent des maisons de retraite et fassent des bénéfices sur les maisons de retraite. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous dites il faut changer ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas? D'abord, j'ai été bouleversée par ce livre. Et évidemment, vous il nous impose. J'ai vu les révélations qui sont dedans. Il nous impose une réaction d'une vigueur et d'une intransigeance extrême. Quelle réaction? Il va falloir mettre en place des référentiels de qualité de soins pour tous les résidents des EHPAD. Moi, ça ne me choque pas qu'il y ait du public ou du privé, dès lors que l'objectif n'est pas de faire passer les profits avant le bien-être des malades. Mais bien entendu, c'est le cas là. Donc il faut aujourd'hui qu'on ait des indicateurs de qualité de soins, que ces indicateurs soient rendus publics par chaque établissement et qu'ils soient strictement contrôlés. Et s'il y a des établissements qui détournent l'argent, parce qu'on a l'impression que depuis ce matin, qu'en plus, il y a des soupçons de détournement de l'argent de la sécurité sociale par ces établissements. Ça, c'est du pénal. C'est du pénal. Ça s'appelle des établissements voyous et notre réaction doit être intraitable. Bien évidemment, il faut les fermer. Mais quand vous dites il faut changer ce système, qui pour vérifier ce qui se passe dans les EHPAD? Parce que le problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est difficile d'aller dans une maison de retraite, de voir ce qui se passe. Vous avez vu, les socialistes proposent que des parlementaires puissent aller voir dans les maisons de retraite ce qui se passe, comme ça se fait dans les prisons, par exemple. Vous seriez favorable à ça? À partir du moment où on touche de l'argent public, on doit pouvoir être contrôlé. Et moi, y compris par des parlementaires. Si je suis présidente de la République, je voudrais que les parlementaires votent moins de lois, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de bureaucratie, beaucoup trop de lois, beaucoup trop de normes qui empêchent les Français de créer, d'entreprendre. En revanche, ce que je veux, c'est que les parlementaires contrôlent et l'action de l'État et contrôlent aussi la dépense publique. C'est très important pour moi. Donc ça concerne les maisons de retraite. Bien évidemment, on doit mieux dépenser l'argent public et que les parlementaires puissent aller aussi bien dans les maisons de retraite, mais on parle de maisons de retraite, mais ça pourrait être aussi bien dans des prisons, effectivement, vous l'avez dit, c'est le cas, ou bien dans toute association financée par de l'argent public. Emmanuel Macron avait promis une grande loi sur la dépendance des personnes âgées. Elle n'a pas vu le jour, parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas eu le temps, parce qu'il y a eu le Covid, c'est ce que dit le gouvernement. Est-ce que c'est un chantier que vous reprendrez? C'est nécessairement un chantier qu'il faudra revisiter. Mais moi, je veux changer de modèle. Aujourd'hui, le modèle, c'est l'arrivée en EHPAD. L'EHPAD, ça coûte très cher aux départements, ça coûte aussi très cher aux familles. Moi, je veux privilégier le maintien à domicile. Aussi longtemps que les Français le souhaitent et aussi longtemps qu'on peut les maintenir à domicile. Il va falloir embaucher des gens, hein. Alors, ça suppose quoi? Ça suppose de revoir aussi nos politiques d'urbanisme. Il va falloir mettre des logements inclusifs, ce qu'on appelle inclusifs, des logements intergénérationnels en centre-ville. Mais embaucher aussi des aides. Et puis, il faut permettre aux personnes de rémunérer les aides. Donc, ça veut dire, pour moi, doubler les crédits d'impôt pour permettre à tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent de pouvoir rester chez eux le plus longtemps possible. J'entends pour le crédit d'impôt, mais souvent, il manque de personnel, de gens qui soient formés pour justement encadrer ces personnes qui veulent rester chez elles. Il faut un choc de formation dans tous les métiers de la santé. C'est ce que j'ai dit cette semaine. Vous savez bien qu'on vit aujourd'hui avec des déserts médicaux, que 5 millions de Français n'ont plus de médecins traitants, qu'on a fermé 10% des lits à l'hôpital. Moi, j'ai un projet dans lequel on double le nombre de médecins formés dans le quinquennat et dans lequel on double aussi le nombre de paramédicaux formés. Et l'objectif, c'est aussi de faire revenir un certain nombre d'infirmiers, d'aides-soignants qui ont quitté l'hôpital avec un choc d'attractivité, un pacte d'attractivité de ces métiers, de fidélisation dans ces métiers, avec des meilleures rémunérations, mais aussi avec du logement. Et vous savez, on a dit pendant la crise Covid qu'il y avait des salariés de première ligne, ceux qui ne télétravaillent pas, ceux qui doivent se rendre au travail. Notamment les personnels qui vont au-devant des personnes âgées, notamment. Par exemple, tous les soins à domicile. Eh bien, je propose qu'ils soient prioritaires dans l'accès au logement social. Quand on est dans un emploi de première ligne d'une ville, on puisse être prioritaire dans l'accès au logement. Nous sommes à J-70 du premier tour d'élection présidentielle. Emmanuel Macron à la campagne avant d'être en campagne et d'autres à la recherche de leurs 500 parrainages pour pouvoir se présenter. Bientôt, les masques tomberont. Ça, c'est pour le virus. Mais pour le virus de la politique, c'est derrière les masques que se joue toujours la campagne. Et d'abord, le président de la République. Beaucoup de diplomatie cette semaine, mais Emmanuel Macron prend le temps de caresser une vache et de répondre à un jeune agriculteur. J'ai 18 ans et du coup, ça va être ma première élection. Vous vous présentez aux élections. J'en ferai ma décision en temps voulu. Donc réponse au prochain épisode. Marion Maréchal, Éric Zemmour, voilà le prochain épisode. Les images datent de septembre en Hongrie, mais la proximité politique est plus ancienne. À 70 jours du premier tour, va-t-elle franchir le Rubicon ?
La cohérence, la vision, la stratégie font que je penche pour Éric Zemmour, c'est certain, mais il y a un sujet familial. Si vous voulez savoir ce que je pense de cette semaine, je vous dirais que c'est une belle semaine. Mauvaise semaine en revanche pour Marine Le Pen, obligée de recadrer depuis Madrid ceux qui seraient tentés de partir. Mais de manière générale, ceux qui veulent partir partent. Mais ils partent maintenant. Partir ou rester? Dans la famille de gauche, la question est plutôt qui désigne le vainqueur. La primaire populaire divise. Va-t-elle adouber Christiane Taubira? Elle semble déjà enjamber l'obstacle. Nous ne devons pas échouer à la prochaine échéance. Quant à Yannick Jadot, hostile à figurer dans le casting, il ne veut quand même pas insulter l'avenir. Quel que soit le résultat de la primaire populaire, il y a une candidature qui incarne l'écologie, le climat, le vivant, la justice sociale, c'est la mienne. Mais pour rester dans la course, il faut 500 parrainages. Et là, pour certains, ça coince. Alors on est à 250 promesses, donc on est à la moitié du parcours. Pour Valérie Pécresse, à la tête d'un grand parti d'élus, la question est plutôt... Vous allez favoriser des parrainages pour les adversaires. Allez, si vous en avez trop, non. Vous allez me dire non. On n'a jamais assez. C'est pas notre rôle. Et dans son film, Valérie Pécresse espère jouer les premiers rôles. Ça, c'est 2021. On m'a offert le président. Il manque plus que la présidente. C'est ça. Pour l'instant, le film n'existe pas. Il reste encore à écrire. Justement, il y a le président actuel, Emmanuel Macron. Il n'est pas encore candidat, mais ça fait aucun doute qu'il le sera. Espérez-vous qu'il se déclare le plus vite possible? J'espère surtout qu'il va accepter de débattre. Et moi, je demande solennellement un débat avec Emmanuel Macron. Avant Parce le premier qu'il tour. doit, Sous-entendu avant le premier tour. bien évidemment, il doit rendre compte de son bilan qui est calamiteux, de l'état de notre école, de l'état de notre hôpital, de l'état de notre justice, de la violence qui monte dans les Mais rues, vous savez que ses de prédécesseurs l'immigration n'ont qui est jamais accepté incontrôlée. ça, hein. Aucun président sortant n'a fait de débat avant le premier tour. Eh bien, moi, je dis, refuser le débat avant le premier tour, c'est archaïque. Pendant les régionales, tous les présidents sortants ont accepté les débats. Moi, j'ai débattu avec tous mes adversaires. J'ai rendu des comptes. J'ai pas eu honte de mon bilan. Je l'ai défendu. J'ai expliqué ce que j'avais fait. Et j'ai présenté projet contre projet avec eux ce que je voulais faire. C'est ça la Donc, le nouveau démocratie monde, c'est moderne. de débattre, La démocratie moderne aujourd'hui, c'est d'accepter le débat, d'accepter surtout Même la quand on est président contradiction. sortant. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a on a une présidence du mépris. On a une présidence hautaine, distante et solitaire. Moi, j'ai besoin que cette présidence se confronte avec le réel. Carte blanche maintenant à Nathalie Maury, qui est journaliste politique dans les quotidiens régionaux du groupe EBRA. Le groupe EBRA, c'est notamment Le Progrès, le journal de Saône-et-Loire. Je le cite parce qu'il est possible qu'on parle de Saône-et-Loire tout à l'heure. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Vous avez été désignée par le Congrès LR il y a 2 mois. Vous avez créé la surprise. Il y a eu une dynamique autour de vous. Et aujourd'hui, on a le sentiment que cette dynamique est un peu en train de se freiner. Pourquoi l'expliquez-vous? Moi, je vois le chemin parcouru depuis 1 mois. J'ai réuni effectivement ma famille. J'ai réuni aussi, bien au-delà, dans les partis centristes. Et je suis en train de développer un projet de profonde rupture avec le macronisme. Un projet que les Français attendent. On m'avait annoncé l'effondrement en janvier et aujourd'hui je suis au 2e tour devant Marine Le Pen et en mesure de battre Emmanuel Macron. Alors je trouve que le chemin parcouru est immense. Ce qui est important surtout pour moi, c'est d'avoir des propositions innovantes. C'est de proposer justement, l'école du futur, la santé de demain. Juste sur savoir qui vous êtes. Patrick Stefanini, qui est votre directeur de campagne, il avait fait gagner Jacques Chirac en 1995 sur le thème de la fracture sociale. Nicolas Sarkozy, dernier président de droite, a gagné sur le thème de l'identité nationale, du travailler plus pour gagner plus. Et vous, Valérie Pécresse, c'est quoi votre marque? C'est quoi votre identité? D'abord, je veux remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre dans nos frontières, dans la rue et dans l'école. Je suis une femme d'ordre. Mais je veux aussi libérer la société. Je veux la France de l'après-Covid. Et je veux que cette France de l'après-Covid, elle ait un vrai espoir. Un espoir de concrétiser ses projets. C'est pour ça que je veux l'autonomie à tous les étages, dans l'école, dans l'hôpital. Je veux aussi que les Français puissent créer leur entreprise librement. Et je veux de la dignité. Parce que ma droite, elle est sociale. Et je veux rendre la dignité à ceux qui travaillent. Je veux aussi que les retraités vivent dignement de leur salaire. Quand vous dites je veux remettre de l'ordre, c'est aussi
aussi ce que veut faire Marine Le Pen et que quoi que vous en disiez, c'est aujourd'hui Marine Le Pen qui est au deuxième tour dans les sondages le plus souvent face à Emmanuel Macron. Dans vos discours, vous ciblez Emmanuel Macron et très peu Marine Le Pen. Finalement, c'est quand même elle votre principal adversaire parce que c'est elle, avec elle, que vous êtes en concurrence pour le deuxième tour. Mais Marine Le Pen, elle a mis son parti en faillite. Et elle veut mettre maintenant le pays en faillite. Oui, sauf qu'elle est au deuxième tour actuellement. Mais absolument pas. sondages. Je suis désolée, ça dépend des sondages. Moi, j'ai plusieurs sondages, et notamment les plus récents, qui me mettent devant elle. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas croire les sondages. Le sujet, c'est quel est le projet qu'on défend. Je suis la seule à avoir un projet crédible. Un projet de rupture avec le macronisme, un projet financé. Parce que Marine Le Pen, elle annonce des choses, mais elle ne les fera jamais. Et sur l'immigration, je suis la seule à avoir posé une vraie loi constitutionnelle, avec des quotas migratoires, en disant, vous ne reprenez pas vos clandestins, plus de visas. Sur la sécurité, je suis la seule à avoir proposé un vrai plan sec pour la justice, pour que les comparutions immédiates dans les flagrants délits, qu'on ramène l'ordre dans le pays. Justement, sur la droite, vous dites très souvent la droite est de retour. Mais pour que ce soit très clair, Marine Le Pen et Éric Zemmour, ce sont des candidats de droite pour vous? Enfin, c'est l'extrême droite. D'accord, donc l'extrême droite, c'est pas la droite. Il y a toujours le cordon sanitaire, selon vous, qui était cher à Jacques Chirac. Mais vous l'avez dit, je suis gaulliste, je suis chiracienne et je suis sarkozyste. Et je crois que les trois ont toujours été très clairs. Il y a l'extrême droite et il y a la droite de gouvernement. La droite de gouvernement, elle est humaniste et elle est responsable. Et surtout, mais bien sûr, et elle ne met pas le pays en faillite en proposant la retraite à 60 ans, qui se traduirait par l'effondrement total de notre système. Si je vous pose la question du cordon sanitaire cher à Jacques Chirac, c'est que dans votre pas qu'à Jacques Chirac, au général de Gaulle, pardon, parce que j'entends certains se réclamer du général de Gaulle à l'extrême droite, c'est une falsification de l'histoire. Je rappelle que le général de Gaulle a failli être assassiné par des groupuscules d'extrême droite. Dans votre camp, il y a déjà Guillaume Pelletier qui est parti dans l'équipe d'Éric Zemmour et il y a Gilles Platret. Alors Gilles Platret, c'est le maire de Chalon-sur-Saône, qui est vice-président des Républicains, qui est tenté par Zemmour. Est-ce que vous lui demandez aujourd'hui de partir? Est-ce que vous faites comme Marine Le Pen qui dit à ses concurrents, maintenant c'est maintenant ou jamais? Est-ce que vous lui demandez de partir maintenant? Et ma force, c'est les milliers d'élus locaux qui sont derrière moi, les milliers de maires qui sont derrière moi. Ma force, c'est cette équipe de France que j'ai réussi à rassembler. Alors, le rassemblement de la droite et du centre, c'est moi. Mais aujourd'hui, c'est plus le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est ma rencontre avec les Français. C'est que les Français voient en moi, c'est que les Français voient en moi la femme qui va redresser le pays. C'est l'effondrement ou le redressement. Je suis la candidate du redressement. Si l'un des dirigeants, Gilles Platret, qu'évoquait Nathalie tout à l'heure, quitte les Républicains pour aller chez Éric Zemmour, avouez que ce sera un coup dur quand même. Mais aujourd'hui, j'ai reçu la semaine dernière le soutien de 68 parlementaires centristes et de milliers de maires. La maire d'Aix-en-Provence, la maire d'Aubervilliers, la maire d'Amiens. On vous parle de lui. Eh bien, écoutez, lui, c'est lui. Il fait ce qu'il veut, il fait ses choix. Et moi, je suis face au peuple de France. S'il s'en va, c'est pas grave. Le peuple de France me choisira s'il croit en mon projet. Si Gilles Platret s'en va, c'est pas grave. C'est son problème. D'accord. Vous avez travaillé avec Édouard Philippe. Édouard Philippe qui faisait partie de votre famille politique et qui est aujourd'hui à la tête de son mouvement Horizon et qui est en soutien d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est totalement fini ou est-ce que politiquement vous pourriez vous retrouver avec Édouard Philippe? Ce qui est intéressant pour reprendre la question que vous venez de me poser, c'est que vous n'avez pas noté ce matin qu'un certain nombre de maires qui étaient plutôt intéressés par la démarche d'Édouard Philippe m'ont rejoint dans ma campagne. C'est pour ça que je vous pose la question. Comme le maire de Conflans-Sainte-Honorine, le maire de Saint-Cloud. Tout le monde l'a vu, c'est pour ça que Nathalie vous pose la question. Non, parce que vous ne l'avez pas dit à l'antenne, donc je vous le dis là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une proximité entre vous et Édouard Philippe? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, je fais revenir à moi un certain nombre d'élus de droite qui considèrent que mon projet est le bon pour la France et qui sont extrêmement déçus par Emmanuel Macron, mais aussi extrêmement déçus de la façon dont il traite le centre droit et Édouard Philippe. Mais c'est comme ça qu'il traite tous les élus locaux, par le mépris. D'accord. Dernière question, Nathalie. Nicolas Sarkozy, pour l'instant, ne vous a pas apporté son soutien. Est-ce que ça vous manque? Moi, j'ai la conviction qu'il soutiendra sa famille politique parce que c'est un homme de conviction. D'accord. Pourquoi ne l'a-t-il pas déjà fait?
Comment, Nathalie? Pourquoi ne l'a-t-il pas déjà fait? Bah écoutez, c'est à lui qu'il faut que vous posiez la question. Vous avez la conviction, vous n'êtes pas sûr encore qu'il vous soutienne? Bah, là encore, c'est son choix. Mais vous savez, je ne suis pas une fille sous tutelle. Moi, j'ai mon indépendance. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment que les Français se rendent compte que derrière, j'allais dire, l'écran de fumée de la crise Covid, derrière une croissance de 7%, mais qui, là encore, même si elle permet, et j'en suis heureuse, de faire baisser le chômage, n'est qu'un écran de fumée. On a décru de 8% l'année dernière, on croît de 7%, c'est un rattrapage. Alors, l'année prochaine sera une année très difficile pour les Français et il faut changer de politique. Merci Nathalie. Connaissez-vous les hijabeuses? Ce sont des joueuses de football qui portent l'hijab, c'est-à-dire le voile islamique, le voile de la religion musulmane. Elles ont joué au foot, certaines d'entre elles, devant le Sénat cette semaine, parce qu'elles disent que le règlement de la Fédération française de football leur interdit de jouer avec ce voile. Il y a des sénateurs, les Républicains, qui estiment que ça doit être même inscrit dans la loi. Tout signe ostensible religieux ne doit pas avoir sa place sur un terrain de sport, quel qu'il soit. Est-ce que vous soutenez les sénateurs, les Républicains, ou est-ce que vous les comprenez, ces hijabeuses? Non, moi je crois à l'émancipation des jeunes femmes et des jeunes filles. L'émancipation des jeunes femmes et des jeunes filles, ça veut dire qu'à l'école, on ne porte pas de voile. Parce que ça ne se fait pas, c'est un lieu de neutralité. Pardon. Et dans les clubs sportifs qui sont affiliés à la Fédération nationale, donc dans les clubs sportifs qui font des compétitions, qui sont des compétitions nationales, on ne doit pas porter de signes ostentatoires religieux. Moi, je suis contre la communautarisation de notre pays. Je veux aujourd'hui qu'il y ait des espaces de neutralité dans lesquels personne ne montre ses signes religieux. Et donc un terrain de sport, ça en fait partie? Les terrains de sport et les compétitions sportives nationales, les championnats de France, les fédérations qui sont subventionnées par de l'argent public, c'est des espaces de neutralité. Et je soutiens les sénateurs qui veulent l'inscrire dans la loi. C'est un sujet qui est porté aussi au niveau des fédérations internationales de sport. Mais elles ne sont pas toutes d'accord, parce que la Fédération internationale de football accepte l'hijab. Parce que c'est dans les traditions des autres pays. Mais quand on est en France, on respecte la loi française et la laïcité à la française. Dans une semaine, le Forum pour l'islam de France, qui représentera les musulmans de France, va être mis en place par Gérald Darmanin. Il va succéder au Conseil français du culte musulman qui avait été créé par Nicolas Sarkozy en 2003. Ça veut donc dire que le CFCM a été un échec? Alors le CFCM a échoué à cause de quoi? À cause des ingérences étrangères. C'est ce qu'acte Gérald Darmanin, en effet. Dans nos mosquées. Alors, est-ce que la nouvelle structure de dialogue, puisque c'est une structure de dialogue que le gouvernement est en train de mettre en place à partir des mosquées locales, va réussir? Je n'en sais rien. Parce que moi, aujourd'hui, le sujet, c'est comment on limite les ingérences étrangères dans l'islam de France. Et pour ça, il faut contrôler strictement et faire toute la transparence sur les financements étrangers des mosquées. Et par ailleurs, il faut des imams formés en France et aux valeurs de la République. Et il faut évidemment fermer toutes les mosquées qui prêchent autre chose que les valeurs de la République. Et ceux qui prêchent la haine de la France, ils rentrent chez eux ou ils vont en prison. Merci Valérie Pécresse d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Tout de suite, Catherine Matoche pour l'actualité de la mi-journée.